Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette activité dîner-conférence de la semaine minière. Au nom des membres du comité organisateur, je vous remercie de participer à l'ensemble des activités de la semaine minière 2025. Cette année, le thème, c'est « Ensemble innovons pour le futur ». Puis c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des activités cette année qui montrent les innovations qui sont amenées dans le secteur minier. Encore une fois, je veux commencer par remercier nos commanditaires. Sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait. Vous avez un visuel très différent de celui qu'on offre habituellement pour les commanditaires. Les gens en ligne voyaient la façon plus classique d'afficher. C'est correct, ça fait différent. La semaine minière, c'est un événement annuel qui existe depuis 33 ans maintenant, 13 ans à Amos. C'est une semaine qui est là pour faire sortir les Québécois, petits et grands, participer puis s'initier ou redécouvrir le secteur minier. C'est fait exprès pour ça, puis c'est à la grandeur de la province. C'est la semaine minière du Québec, en passant. Ici, à Amos, on a une équipe qui en organise. Val-d'Or, il y a une autre équipe, puis à Rouen, il y a une autre équipe. C'est une occasion, en or ou en nickel, dans mon cas, de faire briller l'industrie, permet d'informer le grand public de l'évolution de celle-ci au fil des années, de mettre en valeur les bonnes pratiques, les réalisations ou encore montrer que l'industrie est là pour la décarbonatation mondiale dont on a besoin dans le futur. La semaine minière, c'est l'occasion de s'unir les fournisseurs de services, les minières, pour s'ouvrir au public puis expliquer c'est quoi le secteur minier. Je vais vous demander de fermer vos cellulaires. Personnellement, j'ai découvert que c'était plus facile de contrôler mon cellulaire avec ma montre que par le cellulaire lui-même. Avant la conférence, on va vous présenter un 15 minutes techno qui va être donné par Yvan Lecourt, président d'ILEC Industrie. Yvan est diplômé en soudage-montage avec un certificat universitaire Ontario Tech en analyse et soudage des métaux spéciaux. Plus tard, il a obtenu un bac en pédagogie de l'Université de Sherbrooke. De 86 à 93, il a agi comme soudeur tuyauteur, puis contremaître de chantier sur divers chantiers de construction à travers le Canada. De 97 à 2009, il a été enseignant en métallurgie au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi, tout en étant soudeur-monteur à temps partiel chez Radiateur JMT. En 2009, il devient le directeur des opérations pour Radiateur JMT, qu'il acquiert comme propriétaire unique en 2011. Il y occupe le rôle de PDG. En 2018, l'usine a déménagé à Mécanique et change le nom de l'entreprise pour ILEC Industrie. Yvan. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. OK. On va me prendre ceci. Donc, quand on parle de la semaine minière pour l'innovation, notre entreprise, je pourrais vous dire que si les mines n'auraient pas fait confiance, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Fait que grâce aux mines de la région, ils nous ont emmené Robert, on peut-tu le remettre au début? Un autre niveau. Sinon, on serait bien encore juste pas à la même place. On a quand même développé une belle expertise pour les minières. Le titre, c'est « Environnement hostile et contrôle de chaleur ». Bon, en ce moment, la plupart des minières marchent encore avec du diesel, où il y a trop de la friction,
friction égale chaleur, chaleur amène des problèmes de surchauffe ou n'importe quoi. Donc, avec les nouvelles normes diesel aussi, c'est un problème qu'on appelle, en français, je ne sais pas, on dit en anglais le Tier 4, le Tier 4, là, avec l'urée, c'est des gros problèmes. Fait que si la machine est trop chaude, ben ça ne performe pas, les petites lumières qui allument. Nos rumines, ils savent un peu de quoi ils parlent. Sinon, ben c'est le contraire. Si c'est trop froid, ça s'encrasse. La pollution ne fonctionne pas, ça n'avance pas. Donc, le refroidissement, il faut qu'il soit adéquat. Une brève présentation de notre entreprise, Ilec Industrie. C'est deux entreprises à la base. La première, elle s'appelle Radiateur JMT. Ça a été fondé en 1985. À la base, c'est un petit garage de un papa, un fils puis une maman. Donc, JMT pour Jean-Marc Thiboutot. Je vais faire ça rapide, là. Spécialisé dans la réparation d'équipements forestiers comme des busqueuses, puis camions lourds et automobiles. Tranquillement, l'automobile a viré vers des radiateurs plus jetables, donc M. Thiboutot s'est viré vers les mines. On parle de loin, là. On parle de la mine Selby. C'est là que ça a commencé. Après ça, ben, avec les années, ce qui s'est passé, vers autour de 2002-2003, je travaille encore dehors pour eux autres. Puis vu que mon expertise avec certaines entreprises forestières, qu'on a travaillé sur des développements d'amélioration de séchage, on avait une petite notion de l'échange de chaleur. Donc, on a commencé à faire un produit. À partir de 2005, on l'a commercialisé et ça a parti après. En 2018, faire une histoire rapide, je manquais de place dans ma petite usine de 8000 pieds carrés à la Sarre. Puis en plus, la ville m'avait annoncé que je ne pouvais pas agrandir parce que je suis dans une zone commerciale et non industrielle, donc je me cherchais un local. J'étais sur le point de déménager à Sudbury dans ces temps-là. Dans ce temps-là, Amos ne m'a pas offert un terrain. Faire une histoire courte, on a acheté une usine de mécanique qui était en train de se fermer. On a eu l'usine, le matériel, les équipements et les employés. Mettons, c'était un bon deal. Fait que le radiateur, on est dans la fabrication, réparation puis le design. Boréal, eux autres, qu'on a acheté, c'était une fabrication puis de fabrication de verres hydrauliques, donc des cylindres, l'usinage des pièces sur mesure, puis moi, j'avais rajouté un scan 3D. Nous, le scan 3D, depuis 2016 qu'on l'utilise. Aujourd'hui, le scan 3D il rentre dans une valise, c'est très petit. Nos produits, des radiateurs. Comme on peut voir, le plan, c'est nous qui faisons, on peut faire de A à Z au complet. Donc, à partir d'un scratch, en tout cas en français, ça on va dire à partir du départ, on a déjà fabriqué pour des OEM complets, de A à Z. Jusqu'avant le COVID, on exportait dans 9 pays. Mais on était tellement sur mesure, mon modèle d'affaires s'est écroulé parce que je ne pouvais pas aller mesurer sur les chantiers. Fait qu'on a fait un peu différemment. On s'est retourné vers la région qui ont beaucoup répondu rapidement, entre autres là, les grosses minières comme Canadian Malartic ou Aniquigel. Ils ont fait des choses. Donc, si on parle d'un radiateur, un radiateur, c'est un organe de refroidissement. C'est un liquide qui passe dans un tube qui est refroidi par la pression de l'air forcé par un ventilateur. Ça paraît bien simple, c'est facile. C'est en avant de l'auto ou du camion, tout se fait tout seul. On peut refroidir, parce que pour ça que je dis le terme radiateur, parce que j'aurais dit échangeur de chaleur, mais on aurait vu autre chose. Parce que le vrai terme, c'est échangeur de chaleur. Donc, pour le langage du travailleur, on va dire radiateur, c'est de l'antigel, donc glycol, huile ou air. L'autre modèle qui existe, on voit ça plus dans les usines, qu'on appelle la calandre. En anglais, le shell and tube. Donc, échangeur de chaleur qui refroidit un liquide par un autre liquide ou pour le réchauffer. Ça aussi, ça demande de la maintenance. Donc, c'est un petit peu plus gros. Quel métaux refroidit le mieux? Le cuivre ou l'aluminium? Malheureusement, l'aluminium. De deux raisons.
la densité, et il y a 60% de plus de transfert d'énergie, de chaleur que l'aluminium et que le cuivre. Donc, pour ça que c'est bon pour le mari à la maison. Les chaudrons sont moins pesants, puis ils cognent moins dur. Bon, donc, c'est la raison. C'est très performant l'aluminium, sauf que dans les mines, c'était un problème. Donc, on s'en vient vers le vif du sujet. Les normes pour un système de refroidissement performant, ça élimine la chaleur rapidement, robuste, longévité et entretien simple. Il y a un petit bout là-dedans qui ne fonctionne pas avec les mines. Là. Problème de performance du système de refroidissement dans le domaine minier. Il y a de la vibration, il y a de la poussière, il y a de la corrosion, il y a de l'abrasion qu'on appelle le sandblast avec les ventilateurs, des accidents, des murs, des roches, c'est des choses qui arrivent, des coûts de réparation élevés et des délais de maintenance élevés. On peut comparer une mine souterraine à un milieu loin comme dans le nord. Quand la pièce est prise dans le fond, c'est coûteux la réparer. La remonter à surface ou enlever le morceau, envoyer ça par avion, c'est coûteux. Généralement, les radiateurs, si on voit les problèmes, ils vont se remplir de cette façon-là, avec la poussière, ou tout plié, l'air passe plus, refroidit plus, et ou il y a un coup. Là, pour réparer ça, malheureusement, il faut démarquer tout le devant du camion pour l'envoyer réparer. Des mécaniciens. Là, aujourd'hui, c'est moins drôle un petit peu, il y a moins de mécaniciens. Donc, le monde demande des solutions. Nos innovations pour ces problèmes, les clients nous demandaient isoler la vibration. Ça doit être facile à nettoyer. Un enduit anticorrosion qui n'affecte pas le refroidissement, parce que quand tu mets de la peinture, généralement, ça ralentit un petit peu. Des ailettes plus solides. Une structure solide. Peut-être réparée sur place en chantier. Là, c'est marqué neuf, mais c'est en, excusez l'erreur. Puis, outils de base facile à utiliser. Bon. Ça paraît bien beau. On a pondu un petit chose. Tantôt, on parlait d'aluminium, c'est le meilleur, mais fragile un petit peu comparé au cuivre. J'ai dit aux mines, je vous sors ça en aluminium. Moi. Ils ne me croyaient pas, c'était un paradigme. Vu que j'ai travaillé dans les usines de sciage et de pâte et papier, les séchoirs étaient tout avec des ailettes d'aluminium, mais extrudées, qui fait que l'ailette est aussi rigide qu'un stainless. Tout dépend du style d'aluminium. Donc, j'ai fait sortir mes contacts et on a parti sur un principe qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est de même que les amis ils ont battu les Allemands, on va dire. C'est que les radiateurs étaient montés en forme modulaire. Donc, les radiateurs, nos radiateurs sont modulaires, montés sur du caoutchouc ou silicone. Nos tubes sont ronds, au lieu d'être plates. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne voyait pas souvent sur la machinerie. C'est un paradigme qu'on a cassé aussi. Et nos tubes en aluminium montés individuellement sur caoutchouc. Donc, ici, nos petits caoutchoucs ici, nos tubes, les petites pièces que là. Ce petit problème-là, ça a résolu bien des problèmes parce que ça ne casse plus. Les mines dans le nord qui fait du moins 40 à du plus 50, c'est réglé aussi. La dilatation se fait sur le caoutchouc. Mon petit caoutchouc qui est ici, oups. Mon petit caoutchouc ici, le noir, peut-être on va en avoir du rouge, lui, il résiste jusqu'à 300 degrés Celsius, puis il a 300 livres de pression. Et mon petit rouge à 600 degrés. Puis on a un petit O-ring qui résiste à 800 livres de pression. Le tube comme tel, lui, résiste à 1200 livres de pression. Notre innovation, c'est doit être facile à nettoyer des ailettes plus solides. Comment on a pu faire ce petit procédé-là? Je ne l'ai pas inventé. J'ai juste fait des recherches. Puis, on peut être fier, ça se fait seulement au Québec. Après une veille d'études de marché, il n'y a personne qui fait ce type de tube-là dans le monde. C'est impossible. Peut-être un jour, mais pour le moment, ça ne se fait pas. Donc, il y a une première étape à chaud. Après ça, à froid, c'est des extrusions. Après ça, les ailettes, un coup, c'est tout est fait. C'est tellement résistant qu'on peut les laver à 5000 livres de pression, avec une laveuse à pression de haute. Ce qui fait, à l'intérieur, ici,
l'extrusion à chaud, qui donne couper l'air, en tout cas pour refroidir. Ensuite de ça, le tube à la base de l'extrusion à froid, il est plate de même. Le principe, je ne peux pas vous l'expliquer parce que je n'ai pas le droit, mais vous dire que les ailettes sont étirées dans le tuyau. Donc, c'est comme une vis sans fin au total. Sauf que vu qu'on a normal un radiateur, ça prend un tube plat pour refroidir, parce qu'il faut mettre le liquide le plus mince possible. On avait un problème de surchauffe parce que ça créait un vortex. Puis un vortex, ben, le milieu reste très chaud. Donc, on a rajouté ça ici. On appelle notre terme dans notre jargon de travailleur, le turbulator. C'est pour brasser la soupe. Donc, tout dépendant si c'est de l'huile ou de l'argile, le degré ou le sens va être différent. Et innovation encore, un enduit anticorrosion qui n'affecte pas le refroidissement. Nos tubes peuvent être livrés avec un recouvrement livré avec un recouvrement anticorrosion cuit. La réduction du transfert de chaleur, on a trouvé à 1% de réduction seulement, qui fait presque la même couleur. Et c'est un matériel qui en français, on dirait caillé, mais qui ne chippe pas, qui fait juste s'user par exemple un papier sablé. Structure solide. Nos bâtis sont en acier carbone, en acier inoxydable ou en aluminium, mais pas en bas de 8 mm d'épaisseur. Ça, c'est le bâti, c'est le frame autour. Nos tubes sont résistants. On les garantit 4 ans. Le radiateur complet en passant, là. Résistance aux déformations, puis résistance à la pression interne, comme je disais tantôt, jusqu'à 800 livres. Quand c'est nu, ça ressemble à ça. Quand c'est accidenté, ça ressemble à ceci. C'est un de nos radiateurs nano premiers, on ne se le cachera pas, ça fait une couple d'années. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un succès comparé à d'autres? Si vous remarquez, ici, c'est craqué. Ça, c'est pas mal renfoncé. Mais je peux vous montrer qu'il n'est pas... Il ne coule pas. Le client me l'a confirmé. Il est accidenté. Puis ils ont continué à faire travailler la machine pendant encore 6000 heures après l'accident. Donc, quand il demandait de réduire les temps de production, de réparation, c'est un exemple. Vu que c'est modulaire aussi, ça se répare en place. Peut-être réparer sur place en chantier, oui. Ça prend des petites clips. En anglais, en français, je ne sais pas. On doit, dans notre jargon, on appelle ça des clip retainers. Ça prend, on a d'autres notre terme, c'est des grommets. Là, on voit notre tube. La petite clip, c'est bien ici. Puis il y a des petites rondelles chaque côté. On met ça dans le coin. Ça ne bouge plus. Le rouge, généralement, c'est pour l'air. Le noir, c'est l'huile ou l'eau. C'est pour ça ici le 800 degrés. Là. Donc, tube individuel. Outil de base facile à utiliser. Vu qu'on réparait des radiateurs, on s'est dit on va avoir des équipements simples. À la limite, le client peut se faire ses outils lui-même. Il y a une pince à tuyau, il y a une paire de pinces et un jeu de douille ou clé de mécanicien. La plupart du temps, sur terre, ce qu'on voit, c'est la bonne clé à molette. Clé à tuyau, je n'ai plus rien dans l'atelier, elle sert tout le temps. C'est juste une pince qui tient mon tuyau. La deuxième, petite paire de pinces bien ordinaire. Et la clé à molette. Le mécanicien part avec ça sous terre, avec une poignée de grommettes et de clips, la réparation peut se faire. Si jamais que le tuyau est brisé, ça prend un tuyau neuf, oui, mais il en amène un ou deux, c'est tout. La réparation se fait sous terre. Maintenant, en conclusion, montrer ça donne quoi comme... C'est sûr que c'est un schéma. On a certains secrets professionnels. On ne veut pas tout montrer en détail. Sauf que le schéma, quand vous allez voir la petite paire de pinces, déménager le tuyau,
c'est en temps réel. C'est un vieux vidéo. On l'a réuni un petit peu pour le nom, mais le principe n'a jamais changé. Donc, ce que vous voyez, le dessin, c'est notre conception à la base. C'était pour des machines Tamrock qui étaient travaillées au Mexique. Donc, c'est une chose qui a vraiment existé. On a montré à la fin aussi, c'est schématique. On voit la teinte qui s'enlève, mais en réalité, elle ne se tasse jamais, elle reste là. Ça, c'est à montrer l'angle qu'on pouvait comment laver. Donc, c'est très facilement lavable. Le paradigme des mines aussi, dire d'envoyer de l'eau dans un radiateur, ça ne se faisait pas parce que ça vire en ciment. Nous, on peut. Il y a tellement de pression. Si tu n'as pas une laveuse à pression, tu prends la hausse à pompier. Ça fait le même travail. Ça fait le tour de ma présentation. Y a-t-il des questions? C'est parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, Yvan. La conférence principale est donnée par M. Éric Richer, cofondateur de Neuromine. Il est un spécialiste des technologies de l'information et des implémentations de systèmes d'information avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie minière. Expert en intelligence d'affaires appliquée au secteur, il dispose d'une solide maîtrise des mécanismes financiers et des opérations minières et de maintenance. Grâce à sa connaissance approfondie de technologies modernes, il représente un partenaire pour les sociétés minières cherchant à augmenter leur efficacité à la transformation numérique. C'est à toi, Éric. Merci beaucoup. Merci pour ça aussi. Ça. Alors, merci Yvan. Très belle présentation aussi. On voit qu'il y a de l'innovation dans le domaine minier de plus en plus, un peu partout, dans tous les domaines. On voit aussi l'innovation sous toutes ses formes. On vient d'en voir du côté mécanique. Même s'il n'y a pas apparence de lien entre ce que ILEC fait et ce que nous, on fait, bien oui, il y en a parce que éventuellement, les technologies comme celle d'ILEC vont se retrouver à avoir des sensors, vont se retrouver à avoir un certain nombre de données qui vont être utilisables par les entreprises minières et les manufacturiers comme ILEC pour, encore une fois, prendre les meilleures décisions possibles avec les équipements que l'on a sous la main. Alors, très content d'être ici, de retour à Amos avec vous. Mon nom, c'est Éric Richer.
Je suis cofondateur de Neuromine, qui est une plateforme en fait de collecte de données et de valorisation de données dans le domaine minier en particulier. Et puis, je vais tout de suite vous embarquer dans le vif du sujet. Ça, c'est ce que les entreprises minières, depuis 25 ans, nous disent. Éric, ça, c'est nos rapports mensuels, c'est tous nos rapports qu'on a à produire à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les trimestres, à toutes les années, qu'importe la fréquence. On a des beaux rapports Excel préparés par beaucoup de monde, puis on aimerait ça avoir une certaine forme d'automatisation avec ça. Et puis, dans les 25 dernières années, mon entreprise s'est spécialisée à faire quoi? À bâtir ces fameux rapports-là et recommencer. La prochaine minière, oh, on rentre à Canadienne Malartic, on recommence. On rentre à Odyssée, on recommence. Et ainsi de suite. On rentre à chaque fois dans des nouvelles entreprises minières et on recommençait. Donc, il y a quelques années, justement, à l'aube de la pandémie, on s'est dit, pourquoi pas essayer de bâtir une plateforme qui va nous permettre d'automatiser pour les entreprises minières je dirais, de petite, moyenne et même grande envergure à certaines occasions, pour leur permettre d'éviter ces tâches répétitives-là qui avaient à produire les rapports. Là, ici, on voit des bilans matières, on voit des taux de récupération, donc des trucs qui sont relatifs aux usines, mais c'est vrai aussi dans la majorité des départements. Donc, on le sait comment ça fonctionne dans une entreprise minière, tous les départements doivent fournir au comité exécutif, à leur meeting mensuel, des rapports sur la progression de leur département. Et tout ça se fait avec une petite fourmilière de gens qui se connectent sur des données sources et viennent à produire des rapports comme ceux-là. Alors, Neuromine, c'est quoi? Neuromine, c'est pour passer de ça à quelque chose qui va ressembler davantage à ça pour une entreprise minière. Donc, on a parlé tantôt de bilan, de taux de récupération, de données relatives à l'usine, mais avec une plateforme comme Neuromine, on est capable d'aller chercher des indicateurs de performance, de produire des indicateurs de performance qui sont standardisés, qui sont personnalisés à la fois aussi pour l'entreprise minière dans les divers secteurs qu'on va vouloir étudier. Donc, comme par exemple ici avec l'usine, ça pourrait être la même chose avec des équipements miniers. Donc, avec Neuromine, je pourrais cibler un groupe d'équipements, comme par exemple mes camions de transport ou un seul camion de transport, et amalgamer des données qui permettent à mes gens de maintenance, d'opération, qu'importe les gens qui sont concernés par les données qui sont produites pour l'équipement en particulier, les combiner ensemble et donner des tableaux de bord version 2.0 de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus efficace pour prendre des décisions éclairées par rapport à l'équipement en question. Et aussi, passer à ça, on parle de ressources humaines, par exemple. Donc, tantôt, j'avais le focus sur un équipement, mais je peux aussi avoir sur un groupe d'employés, des équipes de travail ou un individu en particulier, pour des raisons de sécurité, par exemple, où cette personne-là se situe en ce moment pour, évidemment, les cas d'évacuation d'urgence. Et puis, toutes les données qui tournent alentour de mon employé en question, évidemment, sans divulguer des informations personnelles et confidentielles à l'ensemble de l'entreprise, bien entendu, mais aux gestionnaires qui sont concernés, encore une fois, par les données relatives à cet employé-là. On peut y retrouver sa performance, son taux de satisfaction par sondage que les départements de ressources humaines vont faire, quels sont ses temps, quand est-ce qu'il a punché, depuis quand il est là, quelle formation il a, et ainsi de suite, en un seul coup d'œil, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour, encore une fois, prendre des décisions éclairées. Si on travaille, par exemple, dans le domaine des ESG, donc environnement, santé, sécurité, gouvernance, on voit de plus en plus donc, des besoins en données qui sont fiables, encore une fois, pour orienter les stratégies de l'entreprise minière. Donc, par quelques exemples comme ceux-là, au niveau de l'empreinte carbone, les taux de satisfaction des mesures d'atténuation. La plupart des entreprises minières vont travailler de concert avec des communautés autochtones, avec des communautés locales, avec lesquelles il y a des comités qui sont installés pour pouvoir s'assurer que tout se fait dans l'harmonie. Et puis tout ça se mesure aujourd'hui. Il y a des besoins, il y a des demandes pour mesurer l'efficacité, encore une fois,
de ces relations-là qu'on a. Et puis, un système comme Neuromine peut aller collecter ces informations-là et vous les rendre disponibles pour la prise de décision. Donc, on connaît des tableaux de bord de façon naturelle, comme on voit ici avec la gestion des ressources humaines. Je vais combiner avec Neuromine plusieurs informations relatives à mes ressources humaines. Donc, chose relativement classique, vous allez dire qu'on n'a rien inventé. Ce sont des tableaux de bord, par contre, qu'on rend accessibles dans les premiers jours d'une implantation d'une plateforme comme Neuromine pour une entreprise minière. D'accord? Donc, on va relativement loin. On va avoir nos indicateurs par département. On peut les cibler, comme on les a vus tantôt, par équipement, par composante d'usine, par employé, qu'importe la façon dont je vais le faire. Et avec Neuromine, ce qui nous permet aussi de se rendre jusqu'à ce niveau-là, c'est d'aller identifier ce que nous, on appelle des indicateurs de santé. Donc, si j'ai, par exemple, une dizaine d'indicateurs de performance qui sont les plus importants pour mon département, en ressources humaines, par exemple, ou en opération, en maintenance, qu'importe où on le trouve, même sur un site géographique, bien, on fait un amalgame de tous ces indicateurs-là pour dire, dans l'ensemble, moi, dans mon secteur d'activité, dans mon champ d'intérêt ou dans ma responsabilité en tant que gestionnaire, qu'est-ce que je vais retrouver en un clin d'œil, en 3 secondes, en me levant le matin? Est-ce que ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien? Donc, à plusieurs niveaux, on a développé ce qu'on appelle des indices de santé par secteur et qu'on peut, encore une fois, amalgamer à l'infini vers un plus haut niveau. Puis, on peut s'imaginer un CEO ou un CFO, un gestionnaire de haut niveau dans l'entreprise qui, lui ou elle, sur son téléphone, va retrouver comment ça se passe de façon générale. Donc, on voit l'exemple ici, à 79 %, ça va bien. Donc, ce n'est pas dans le vert, ce n'est pas dans le rouge. Il y a des places à amélioration, mais on peut quand même faire notre journée sans trop stresser. Donc, et après ça, décortiquer, là, dépendamment d'où on se trouve, quels sont les secteurs qui viennent influencer le chiffre que j'ai affiché sur mon appareil en ce moment. Donc, on voit qu'avec Neuromine, on a non seulement accès à des indicateurs comme de façon classique, mais aussi à des fonctions beaucoup plus avancées pour permettre d'avoir, encore une fois, une prise de décision rapide et éclairée. Vous allez me dire, Éric, on peut tout faire ça avec Power BI. Aujourd'hui, j'ai formé Mélanie là, avec un cours en ligne de 3 heures, puis Power BI, ça fait exactement ça, des tableaux de bord. Je suis capable de construire tous mes indicateurs de performance. La réponse, c'est oui. Tu peux le faire. Okay? Des exemples comme ça. Ici, on va avoir un tableau de bord corporatif monté en Power BI avec certaines informations. Par contre, quand on arrive à ces niveaux-là ici, ce que je vous montrais précédemment, ça demande une certaine expertise pour aller chercher des données qui sont dans plusieurs systèmes différents, plusieurs sources différentes qui doivent être validées. Donc, ton Power BI, tu vas pouvoir le faire. Mélanie, en question, qui a suivi son cours, va devoir aller se connecter. Disons que son gestionnaire, on va donner un exemple. Son gestionnaire, je vais essayer de reculer, ça marche? Ouais. Son gestionnaire lui dit, OK, moi j'aimerais ça savoir, je vais prendre un exemple, la masse salariale par département. Demande du département de la paie, ressources humaines. Parfait. Là, Mélanie va partir avec ça. Elle dit, bon, c'est quoi le système de ressources humaines qu'on a? Parfait, elle va aller voir ça. Elle dit, oh, quelle est la base de données? Comment je fais pour accéder à cette base de données-là? J'ai réussi à me connecter dessus. Où est l'information? Dans quelle table? Dans quel endroit se trouvent les informations dont j'ai besoin? Donc, va connecter sur les tables, va faire des essais-erreurs. OK, je semble avoir trouvé où les données se trouvent, va monter quelques formules, va faire des tests, va bâtir l'indicateur et va donner ça au gestionnaire. Et le gestionnaire va dire, ouais, je trouve ça bizarre. Moi, quand je le calculais à la main, le chiffre n'était pas exact. Ah, OK, bien, moi, j'ai pris la donnée à partir du système, elle est incomplète. Les données de la semaine passée n'ont pas été rentrées. Oh, OK, là, on a une certaine validation de la qualité des données qui sont en jeu, qu'on doit valider. Je fournis tout ça. Je lui dis, parfait, tu as ta masse salariale par département, tout le monde est content. On dit à l'entreprise, hey, on a maintenant des KPI, on a des indicateurs de performance avec notre Power BI, c'est publié.
Et là, à un moment donné, il y a un gestionnaire qui se dit « Hey, minute, pourquoi moi, la masse salariale de mon département est au courant de tout le monde, là? Je ne veux pas ça. Moi, je veux de la sécurité. Je veux m'assurer que chacun des départements peut se voir ses trucs, mais je ne veux pas que les autres voient mes affaires à moi. Oh, OK, là, il faut mettre de la sécurité. Appelle le gestionnaire de TI. Comment est-ce que je fais, moi, pour dire que la donnée que j'ai prise là, il faut que je restreigne en sécurité basée là-dessus. Je ne veux pas que ça soit public. » Donc, vous voyez mon exemple ici, c'est oui, ça se fait. Oui, il y a des départements aujourd'hui, même d'analytique, dans les grandes entreprises minières qui sont en place pour développer ces tableaux de bord corporatifs-là et personnalisés, mais à raison d'efforts très, très grands et de réinventer la roue comme moi, je la réinvente depuis 25 ans et je gagne très bien ma vie avant que Neuromine vienne au monde à reprendre ce que j'ai fait là pour le mettre là, à reprendre lui avec un peu d'amélioration puis le mettre là et ainsi de suite. Donc, un des avantages de Neuromine, c'est donc là de se retrouver à avoir une plateforme qui est déjà intégrée. Qu'est-ce que je n'ai pas dans le Power BI non plus? C'est bien beau, j'ai un indicateur de performance qui va me dire, par exemple, ton taux d'efficacité de tes équipements est à 85-86 %. Bon, c'est bien beau. Moi, je suis un gestionnaire, je dis 86 % de façon relative. Le système me dit que c'est très bien. Comment je peux améliorer ça? Comment j'ai fait pour savoir d'où vient le 86 % en question? Okay? Dans Neuromine, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Donc, ici, si je vois ici le fameux KPI en question, j'ai dit 85, là, ici c'est 87, c'est pas très très gros. Le chiffre qui est calculé là, bien lui, il est composé de quoi? Il est composé de 3 autres indicateurs qui me permettent de vérifier ma disponibilité, ma performance et l'efficacité de la production, qui sont 3 indicateurs que j'ai déjà créés préalablement et qui nourrissent de façon proportionnelle mon indicateur sur l'efficacité globale de l'équipement. Et ceux-ci sont composés de toutes ces variables-là qu'on appelle, nous ici, dans notre jargon, des variables, qui est mon temps de cycle, mon compte total, temps de fonctionnement, le temps productif, etc., que j'ai utilisé. Donc, tout ça rentre dans la formule. Puis moi, comme gestionnaire, j'ai accès à cette information-là de la chaîne de valeur pour ne pas me fier juste au, comme on dit, prendre ça pour du cash, puis dire, oui, 87 %, good, on passe à d'autres choses, ça fait partie de mes objectifs. Je peux savoir, donc, d'où vient le fameux chiffre en question, mais aussi quelles sont les zones qui vont influencer le chiffre en question. Donc ici, on voit que ma disponibilité est à 90 %, ce qui est très bien, mais ici, au niveau de la performance, c'est 85 %, puis au niveau de l'efficacité, au niveau production de l'équipement, on est un petit peu plus élevé. Donc, sur quoi moi, je vais travailler dans un processus d'amélioration dans mon département? Bien, avec la chaîne de valeur, je vais être capable de connaître cette information-là, puis de dire le target que j'ai à faire ou la cible que j'ai à atteindre, je vais la travailler au niveau de l'efficacité ou de la performance. Puis là, je peux creuser et continuer. Là, on a quelque chose qui est relativement statique en ce moment, mais je peux creuser davantage pour voir où est la source de ma perte d'efficacité ou où je performe vraiment très bien. Il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein ou très plein des fois. Donc, les endroits où je suis très bon, je suis très performant, bien, tant mieux, je veux récompenser ceux qui sont derrière, je veux récompenser notre processus interne. Et là où ça va moins bien, mettre en place des mesures de correction pour pouvoir évidemment être meilleur à la prochaine vérification dans mon cycle de KPI ou d'indicateurs de performance. Je vais aussi avoir, je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin parce que là, je vous ai mis l'eau à la bouche en vous disant c'est bien beau, je suis capable de savoir où sont mes chiffres puis où ils sont plus hauts et plus bas. Avec Neuromine, je peux aussi faire des scénarios. Okay? Là qu'on a vu tantôt, j'avais dans ma chaîne de valeur tous les endroits avec les chiffres réels qui ont servi au calcul. Puis là, je me dis, OK, moi, comme gestionnaire, si je prends 5 minutes puis je dis, ici, là, mon temps productif de 1700 heures, qu'est-ce qui arrive si je l'augmente à 1750 ou que je le baisse à 1650? Donc, je peux, en direct, live dans la plateforme, venir modifier des valeurs dépendamment des scénarios et voir l'impact de tous les calculs.
Donc, non seulement je peux connaître d'où ça vient puis où je peux m'améliorer, mais aussi quelles sont les variables les plus sensibles, quels sont les endroits les plus sensibles où je peux faire de l'amélioration. Puis là, c'est mon expérience de gestionnaire, en fait, qui va rentrer en ligne de compte en disant « Hey, j'ai juste à augmenter d'1 heure par shift, puis je vais gagner un taux d'efficacité qui est là, ou de diminuer, parce que là, j'ai des accidents qui rentrent en ligne de compte. Si je veux baisser le nombre d'heures produites, par exemple, va faire en sorte que je vais être plus efficace parce que je ne vais pas surtaxer les ressources qui sont les individus ou les équipements, par exemple. Donc, ce sont certains exemples comme ça que je peux utiliser en temps réel pour me permettre de connaître les endroits où je peux améliorer mon indicateur de performance. Aussi, je vous ai parlé tantôt non seulement des outils avancés ou de ce que je gagne en valeur ajoutée à travailler avec Neuromine versus un Power BI qui va me donner une donnée brute et dont laquelle je ne connais pas nécessairement très bien la provenance. L'aspect aussi collecte de données est important. Donc, l'aspect connecteur, que nous on appelle, ou nos convertisseurs de données, on a bâti un catalogue dans lequel notre expérience dans le domaine minier nous a amené à établir quels sont les systèmes les plus souvent utilisés dans une entreprise minière dans différents secteurs. Comme par exemple, on va retrouver les systèmes de nomadisme, TMS, pour toute la gestion du transport de personnel, tout ce qui est fly-in, fly-out, gestion d'horaire, gestion d'hébergement. Dans plusieurs mines, on a découvert qu'il y avait ce système-là en place. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des convertisseurs de façon très automatisée, pas 100% automatisé, mais automatisé pour être capable de le déployer rapidement. Tu as Nomadis, parfait, on installe Neuromine, le convertisseur est là, on répond à quelques questions et on accède aux données pour commencer tout de suite à bâtir des indicateurs et des tableaux de bord en fonction de ça. Très, très fréquemment, en maintenance, on va retrouver du guide TI là, dans plusieurs entreprises minières aussi, et ainsi de suite. Donc, évidemment, les systèmes ERP, les systèmes comptables qui sont utilisés dans les mines, ce n'est pas bien compliqué. Je peux même le dire publiquement. On va retrouver du SAP dans les grandes, du JD Edwards, du Dynamics, du Sage. J'ai fait le tour. Il n'y en a pas d'autres. En très, très grande partie, on va retrouver ces 4 systèmes-là, dépendamment de la taille de l'entreprise. Une start-up va partir avec des systèmes plus petits. Et évidemment, plus l'entreprise prend de l'expansion ou est achetée et où un conglomérat s'en occupe, on va retrouver des systèmes un petit peu plus sophistiqués à la Oracle, JDE, que ce soit aussi SAP, S3, des choses comme ça, S4HANA. Right? Donc, on a déjà développé des convertisseurs vers des systèmes les plus populaires et c'est une plateforme qui est en évolution. C'est-à-dire que le marché change, les entreprises changent, les systèmes changent. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on garde ça vivant toujours et à chaque nouveau client, à chaque nouvelle implantation suggérée, on regarde ce qui est là, puis si on détermine qu'il y a une valeur à long terme vers ces systèmes-là, on va bâtir les convertisseurs et les rendre disponibles à l'ensemble de nos clients par la suite via notre plateforme. Donc ça aussi, c'est un très, très, très grand avantage qu'on va avoir avec Neuromine, nos fameux convertisseurs de données. Si on regarde quelques cas d'utilisation concrets aussi, encore une fois, l'expérience avec les dizaines d'entreprises minières avec lesquelles j'ai travaillé dans les 25 dernières années nous amène des problématiques qui sont connues ou qui sont courantes et qui reviennent le plus régulièrement. Donc, je vous ai déjà parlé de tableaux de bord, d'indicateurs corporatifs, des choses qu'on va retrouver de façon régulière dans nos rapports mensuels, rapports trimestriels, mais aussi des problématiques qui nous sont identifiées pour qu'on puisse aider à les régler à l'aide des données et à l'aide des tableaux de bord. Donc, par exemple, la gestion d'inventaire, c'est une problématique partout. En fait, tout le monde veut optimiser son inventaire. Maintenir de l'inventaire coûte cher. Tantôt, Yvan en a parlé, on a des entreprises minières dans le Grand Nord, dans des sites éloignés. Maintenir de l'inventaire dans ces endroits-là, c'est critique, ça coûte extrêmement cher. Donc, on veut minimiser ça ou à tout le moins l'optimiser le plus possible.
Puis on n'a pas beaucoup de visibilité en temps réel. On est très, très réactif avec une gestion d'inventaire. Ce qu'on va retrouver typiquement, c'est qu'à la fin du mois, le système va nous dire, bon, ben, tu en as pour 40 millions, tu en as pour 70 millions, tu en as pour 112 millions, puis le mois d'après, tu as ta fluctuation, puis on se contente de ça, généralement. Donc, on veut être capable d'avoir une visualisation plus centralisée, donc si j'ai plusieurs sites, si j'ai plusieurs endroits, et aussi de faire de l'anticipation des besoins. Donc là, vous voyez où je vous amène dans un autre niveau de prise de décision, pas juste de constater ce qui se passe puis de trouver des solutions a posteriori, mais aussi d'être capable de venir voir les coûts un petit peu d'avance, puis de voir qu'est-ce que je vais avoir besoin, qu'est-ce qui va être ma situation dans un mois d'ici si la tendance se maintient. Et aussi de travailler avec des alertes, évidemment, là, pour éviter les ruptures de stock. Donc, souvent, nos systèmes qui vont gérer ça en amont, donc le système qui gère l'inventaire et qui garde la donnée à l'intérieur de lui-même, va avoir un certain niveau de reporting, va avoir ses propres indicateurs aussi, va avoir probablement des alertes, mais tout ça dans un univers qui est très, très ciblé sur un endroit particulier et pas de façon très, très globale. Donc, encore une fois, on va retrouver des outils qui sont un petit peu plus sophistiqués au niveau non seulement de la valeur, ça je suis capable de la déterminer, ma répartition, mais aussi ma projection. Donc, Robert me dit de ne pas faire ça, je ne le ferai pas. Donc ici, on est en début avril dans mon système à moi, bien, ça va ressembler à quoi la partie verte si on se maintient. Donc moi, comme gestionnaire, avec tous les calculs que Neuromin a fait pour moi, je vais être capable de savoir, oh, je m'en vais vers une valeur au-dessus de 100 millions, ce qui avait juste été atteint au trimestre passé, puis le président m'avait tombé sur la tête parce que ça bouffe du cash flow, puis on ne veut pas ça. Donc là, je m'en vais vers cette même direction-là. Qu'est-ce que je peux faire? Et si je faisais genre un double-clic sur ce tableau-là en particulier, là, j'aurais ce que vous avez vu tantôt, tous les indicateurs, qu'est-ce qui les compose, pourquoi ça s'est fait, ce calcul-là, et ensuite de ça, quel genre de décision je peux prendre pour repartir vers une valeur qui est plus raisonnable et qui fait partie de mes objectifs corporatifs. Même chose au niveau des approvisionnements. Ça a l'air un peu nono, là, mais il y a très, très, très peu d'entreprises minières, par exemple, qui vont produire un indicateur comme celui-là. Top 5 des pièces en rupture de stock, top 3 des fournisseurs avec les délais de livraison. Qu'est-ce qui a un impact sur mon inventaire? Y arrive-tu vite? Est-ce que je suis capable de le remplacer dans un turnover qui a de l'allure? C'est le genre d'indicateur qu'on a développé dans notre catalogue de base pour être en mesure de donner cette information-là le plus rapidement possible. Je vais parler un petit peu des objectifs aussi. On a vu beaucoup d'indicateurs de performance avec des données brutes ou une valeur, 87 ou 102 millions, ou si on se branche sur des équipements, mon indicateur de température va me donner 44 degrés. Bon, ça c'est une valeur, mais elle se situe où par rapport à mes objectifs? Un indicateur de performance n'est bon que si il est mesurable sur des objectifs. Okay? On a vu notre fameux 87 % tantôt. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Neuromin m'a aidé en me mettant un code de couleur rouge, jaune, vert. Déjà, le commun des mortels est capable de se retrouver, mais ce sont quoi mes objectifs dans le temps, dans une période? Donc, on peut le faire sur plusieurs années, comme on peut le faire sur plusieurs mois. Les entreprises minières, comme bien d'autres aussi, ont des cycles. Donc, on a parlé d'entreprises dans le Grand Nord. Évidemment, on ne transporte pas beaucoup de matériel l'hiver. On va trimballer tout ce qui est essentiel par avion, mais il y a beaucoup de voyages qui se font par bateau l'été. Donc, évidemment, ça a un impact sur les approvisionnements, sur les cycles d'inventaire que je peux ajuster d'une journée à l'autre, pas d'une journée à l'autre, mais d'un trimestre à l'autre ou d'un mois à l'autre, et être capable de valoriser ma performance basée sur mes objectifs. Donc, critique à surveiller et correct, par exemple. C'est un indicateur très, très simple, mais c'est pour vous montrer que l'on doit toujours prendre une mesure avec des objectifs pour être capable de prendre des bonnes décisions. Donc, on a parlé un petit peu d'inventaire, d'approvisionnement. Si je me transporte maintenant au niveau de l'optimisation, de la maintenance des opérations terrain, c'est l'autre grand secteur aussi où on a de la demande par rapport à ça. Les problématiques, c'est quoi? Bien, un manque de visibilité sur la maintenance, associé des coûts opérationnels. Le système de maintenance est très bon pour générer des bons de travail, pour dire quelle pièce je vais avoir besoin,
quel corps de métier je vais avoir besoin, combien d'heures sont prévues, quelles heures ont été faites. Relier tout ça à des coûts de maintenance, c'est un petit peu plus difficile. Là, j'ai mes chiffres dans mon système ERP, j'ai certains chiffres qui sont dans mon système de maintenance, j'ai tout ce qui touche ma gestion de personnel dans un autre. Donc, des tableaux de bord en temps réel, suivi des performances des équipes et des équipements, puis certaines parties d'automatisation on peut faire parce qu'encore une fois, Neuromine est un système est une plateforme connectée multisystème simultanément. Donc, le même employé qui est dans mon système de maintenance comme étant un opérateur ou comme étant un technicien, par exemple, en maintenance, existe aussi dans mon système de ressources humaines, existe dans la paye, existe dans mon ERP, existe un petit peu partout, dans mon TMS qu'on a vu tantôt pour ces déplacements. Bien évidemment, avec Neuromine, on peut combiner pour cette même entité-là des valeurs et des données qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin. On voit aussi en opération de terrain, on a des foreuses, que ce soit des foreuses de production, des foreuses d'exploration. Généralement, on va se retrouver à avoir les performances de ces équipements-là via nos fournisseurs. Si vous faites affaire, par exemple, avec Forage Orbite Garant, qui a des foreuses sur place, ils vont vous donner les chiffres que vous leur demandez, ou avec Forage RJLL, ou qu'importe les autres services de forage que vous avez, vous êtes un petit peu à la traîne par rapport aux données qui vous sont données, mais si vous avez accès directement à ces données-là, puis les combiner avec vos contrats, les combiner avec les campagnes de forage que vous avez, avec les résultats de la planification dans Deswick et ainsi de suite, bien, on va se retrouver avec des indicateurs beaucoup plus performants. Donc, ici, on a un exemple là, sur une foreuse en particulier. On a des informations, par exemple, à son ratio d'avancement par rapport à son budget, donc sur une drill en particulier, mais ça peut être sur une campagne, ça peut être sur un amalgame de drill. Donc, là, je vous amène aussi dans un autre niveau, dans un autre univers qui est les équipements connectés. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire la promotion de la partie connexe de Neuromine, mais sachez que je vous ai parlé de convertisseurs de systèmes ERP, système de travel, système de santé-sécurité, ainsi de suite, mais on travaille aussi en ce moment à aller chercher des données connectées directement des fournisseurs, des équipementiers, des équipements. Donc, on est en projet pilote en ce moment avec Technosub, par exemple, pour toutes les pompes connectées. Dans une entreprise minière, on a des pompes partout. On a chez Technosub des pompes connectées qui génèrent de la donnée. Une fois que ces données-là sont accessibles, on les voit généralement sur les PLC. L'opérateur va avoir accès à cette information-là. Ce qu'on fait maintenant avec Neuromine, c'est de prendre tout ça, l'amener dans le beau grand nuage de nos données générales, au même titre que les autres systèmes, et rendre ces données-là disponibles, encore une fois, pour faire du reporting, de l'analyse, de la prise de décision, des tableaux de bord. Donc, on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Quelques exemples aussi, on parlait de suivi de l'utilisation des pompes. Donc, nos équipementiers vont souvent être très, très bons à mettre des sensors sur des équipements, mais transporter la donnée, il faut interagir avec la compagnie minière, il faut que ça passe à travers des réseaux, il y a une question de sécurité. Donc, nous, on bâtit, encore une fois, les outils pour permettre de collecter et diffuser ces informations-là, les utiliser, les valoriser de façon beaucoup plus performante. L'autre endroit, c'est aussi au niveau financier. Donc, on a parlé d'inventaire, approvisionnement, qui sont des gros secteurs, la maintenance, l'opération terrain, évidemment, et aussi bien, au niveau financier, qui a été en fait l'expertise que j'ai bâtie au tout début de ma carrière en implantant justement des systèmes financiers de gestion, puis toute la notion du reporting est encore très pertinente aujourd'hui sur la façon d'analyser nos coûts. Les revenus dans les entreprises minières, c'est un peu particulier, mais où est dépensé l'argent, combien je dois investir en CAPEX, en amélioration, ou quand on est dans une start-up, devient très, très, très important de gérer tout ça. Et puis encore une fois, on a des outils actuellement qui sont limités avec les ERP, pour la bonne et simple raison que chaque système a accès à ses propres données, mais n'a pas accès à ceux des systèmes voisins. Donc, Neuromine vient jouer un rôle très, très important en ce moment, à être capable de combiner les dollars qui viennent dans mon système financier et le reste de mes informations qui proviennent des autres systèmes.
notamment au niveau des prévisions financières, des budgets. Beaucoup, beaucoup de demandes par rapport à ça. Vous allez me dire que c'est très de base, mais c'est encore très d'actualité aussi de vouloir analyser en fonction des budgets, mais de façon beaucoup plus granulaire, plus modulable, l'information qu'elle est présentée actuellement dans des budgets. Donc, on va avoir, par exemple, des indicateurs au niveau de chacun de mes projets, mine Bravo, mine Charlie, mine Alpha, et voici mes principaux coûts, comment le spread se fait, avec des informations qui proviennent de plusieurs systèmes combinés, donc en temps réel, et aussi les dépenses planifiées. Si je vous ai dit tantôt que j'étais capable de bâtir des scénarios d'optimisation, de prévision par rapport à l'efficacité d'un équipement, ou est-ce qu'un sensor de chaleur va augmenter en fonction de toutes les données historiques que j'ai déjà, bien, c'est un petit peu la même chose au niveau financier. Je vais être en mesure de dire si la tendance se maintient ou si on poursuit dans la même veine, dans la même direction, quelles sont mes dépenses qui vont être planifiées ou que je vais m'attendre à recevoir et pouvoir prendre des actions avant même qu'elles arrivent. Et puis finalement, bien, au niveau stratégique, de façon plus globale dans une entreprise, on a déjà un petit peu abordé le sujet avec nos indicateurs de santé de l'entreprise, mais on manque actuellement dans plusieurs entreprises minières et même non minières de visibilité générale par rapport à la santé de l'entreprise, par rapport aux indicateurs multisectoriels. Et puis, il y a une difficulté d'alignement entre les finances, l'opération, les approvisionnements. Et cet accès-là bien, est retardé parce qu'on doit travailler manuellement, beaucoup, à assembler des données qui fait en sorte que ce que je reçois est outdated, là, comme on dit en anglais, donc est un peu retardé. Et ma difficulté à réagir, évidemment, vient avec. Alors, on va avoir comme solution des tableaux de bord exécutifs pour une vue unifiée des performances puis des données en temps réel le plus possible pour anticiper les risques et les opportunités. Donc, je reviens volontairement faire mon fameux tableau Power BI de tantôt, okay, qui m'a permis, avec beaucoup d'efforts, d'aller produire ça, peut-être 1 an et demi, 2 ans, pour être capable de produire un rapport corporatif comme celui-là en faisant tout le travail manuellement, ce qu'on peut faire en question de semaines ou d'un trimestre avec un Neuromine, l'équivalent de ce que vous allez retrouver dans un Power BI, mais avec toutes les richesses dont je vous ai parlé précédemment. Donc, évidemment, là, plusieurs tableaux ici. Pardon. Ce qui m'amène à conclure le dernier tiers de ma présentation là, sur comment on fait pour arriver à ça. Donc, donner quand même un petit peu d'idée de la recette. La première chose que je veux pointer, c'est le fait que tout ce qu'on fait comme développement sur la plateforme Neuromine en ce moment se fait avec la sécurité comme top priorité. Donc, je ne rentrerai pas dans le langage technique ici, là, mais on répond à toutes les normes de sécurité actuelles. On s'assure de faire des tests avec des entreprises indépendantes pour s'assurer que les données qu'on va collecter et qu'on va valoriser et diffuser, tout ça se fait de façon sécuritaire. On est dans un monde cloud aujourd'hui, on est dans un monde où les données se retrouvent quelque part sur un serveur, si on est chanceux au Canada, sinon ailleurs. Bien, on veut s'assurer que l'accès à mes données soit sécurisé. J'en ai parlé tantôt dans ma difficulté avec Power BI, bien évidemment aussi pour nous autres. Si je vous dis que je suis capable avec Neuromine d'aller envoyer toutes mes petites fourmis, collecter les données dans tous les systèmes, les pompes, les foreuses, etc., puis je ramène tout ça, bien évidemment, ça vient avec une énorme responsabilité de sécurité aussi. Je ne veux pas que tout le monde mette la main là-dessus. Puis on est en train actuellement aussi de développer des objectifs et des comparatifs de l'industrie. Quand on va avoir une masse critique, c'était bien beau de dire l'efficacité de mon équipement tantôt à 87 %, mon objectif est à 86, 92 dans le meilleur cas optimiste. Okay, je me compare comment, moi, par rapport à l'industrie? C'est bien beau, je suis satisfait chez nous, mais pour une mine sous terre équivalente au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, comment je me compare? Donc, on va vouloir pouvoir donner cette information-là au gestionnaire, encore une fois, pour optimiser les opérations. Mais tout ça doit se faire dans un contexte de sécurité qui est optimal et soyez assurés qu'avec Neuromine, c'est notre objectif principal de développement. Ce n'est pas les features, ce n'est pas les convertisseurs, ce n'est pas les indicateurs, c'est de s'assurer que tout ce qu'on fait à tout moment soit fait dans un cadre de sécurité optimale.
Pour ce faire, on a 3 piliers. Donc, je vous ai parlé de la plateforme, de ses possibilités, comment on fait ça. La première chose, c'est ce qu'on appelle notre CDM, là, qui est en anglais, il n'y a pas de terme français, là, mais c'est un Common Data Model. C'est un modèle de données qui nous permet de faire un amalgame en fonction des diverses sources de données qu'on a vers une base commune qui est normalisée, standardisée pour être réutilisée. Un exemple très simple pour quelqu'un qui n'est pas en TI en ce moment, je vous ai parlé de divers systèmes. Mettons qu'en maintenance, on parle de guide TI. Certains vont avoir Maximo, certains vont avoir SAP. Moi, j'arrive dans l'entreprise avec Neuromine. Quand je vais me connecter sur celui qui a guide TI, je vais prendre toutes les données, puis tout ce qui est dans la case équipement, ça va tout à la bonne place parce que c'est ma norme à moi. Équipement, la table que je me suis bâtie dans mon entrepôt de données, pour équipement, est faite d'une façon. Si je me connecte sur Maximo demain matin, je prends les mêmes données, passe ça dans ma machine à saucisses, puis il retombe à la même place que ceux qui ont tombé dans Guide TI pour le client précédent, parce que je veux avoir quelque chose de commun pour pouvoir les utiliser et faire en sorte que mes indicateurs, mes tableaux de bord dont je vous ai promis l'accès rapide, fonctionnent. Parce que s'il faut que je refasse le même travail manuellement que j'ai fait avec Mélanie au Power BI, moi aussi, ça va me prendre des mois à recommencer à chaque fois que je tombe chez un nouveau client. Donc, notre modèle commun de données nous permet, avec évidemment toute l'expertise de nos gestionnaires de bases de données, de prendre quelque chose puis de le descendre dans un endroit qui est unique et commun à chaque fois que j'ai des systèmes qui sont similaires. Donc, les avantages d'un CDM, là, je vais aller quand même rapidement, mais les choses qui sont importantes là-dedans, c'est que ça me permet justement de l'interopérabilité des données. C'est un grand terme scientifique juste pour dire qu'on peut partager des données en provenance de diverses sources. Et aussi, les gens d'AI à qui on parle en ce moment, c'est le gros buzzword en ce moment, l'AI, l'intelligence artificielle, bien, eux, pour être capables d'être efficaces, ils ont besoin de données qui sont structurées. Donc, la difficulté de l'AI en ce moment, c'est de prendre des données qui ne sont pas très fiables, pas très régulières, qui peuvent être interprétées, puis faire quelque chose avec un taux de fiabilité. Si vous avez travaillé avec ChatGPT un petit peu, on le sait, dépendamment de comment on le nourrit ou où on lui demande d'aller chercher, tout ce qui est très structuré va être très précis, tout ce qui est moins structuré va être un petit peu plus complexe. Donc, ces gens-là aiment beaucoup ce qu'on fait dans Neuromine avec notre fameux CDM parce que ce sont des données qui sont structurées, qui sont bâties toujours de la même façon avec des accès aux propriétés qui sont constantes. D'accord? On a parlé tantôt de nos convertisseurs, donc c'est un des piliers aussi. On bâtit un catalogue non seulement d'indicateurs, de tableaux de bord un peu préfaits et adaptables, mais aussi nos fameux convertisseurs vers les systèmes les plus couramment utilisés dans l'industrie. Donc, je vous en ai parlé tantôt à cet effet-là. Et le dernier, qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais si vous aviez eu l'œil très attentif tantôt dans les divers indicateurs que je vous ai présentés, il y avait souvent un petit pourcentage en haut qui parlait du taux de fiabilité ou de l'indice de fiabilité. Ça aussi, qui est quelque chose qui est unique à Neuromine. On a beau aller chercher des données dans un système ou dans divers systèmes, les amener dans notre entrepôt, faire les conversions, les tableaux de bord, les indicateurs, mais jusqu'où la donnée que je vais chercher, elle est fiable. Donc, ce n'est pas tous les systèmes qui sont créés égaux, ce n'est pas toutes les données qui sont créées égales. Et nous, on a bâti un système à l'intérieur de Neuromine pour vous permettre de savoir que la donnée en question que tu vas utiliser pour prendre la décision, elle est fiable à quel pourcentage. Donc, on lui donne une évaluation au plus bas niveau de la donnée jusqu'à chacun des calculs de formules qu'on fait jusqu'à la fin dans un amalgame. Donc, tantôt, on a parlé de notre taux d'efficacité de 87 %. Dans le tableau de bord, il est indiqué que cette donnée était fiable à 91 %. Ça veut dire que le chiffre que je vois là, 91 % du temps, fonctionne. On vient de passer à travers une élection. Vous avez tous vu comment fonctionnent les sondages. C'est la même chose. Les gens votent libéraux à 44 %. Ceci sur un échantillon de 20 personnes, fiable 19 fois sur 20. Il me semble que c'est quelque chose qui ressemble à ça dans leur calcul. Donc, c'est un petit peu la même logique qu'on applique ici, c'est de dire le chiffre que tu vois, il est fiable à quel pourcentage. Et pour ce faire, on a un système de critères. En fait, il y en a 33 critères qui s'appliquent dépendamment du type de données qu'on va aller chercher, qui vont faire perdre des points de pourcentage à la donnée ou à l'indicateur que vous allez analyser. Par exemple, je n'nommerai pas les 33, je vous le promets.
est-ce que la donnée a été rentrée de façon manuelle ou automatisée? Donc, si j'ai un capteur qui a pris une information, qui l'a nourrie dans mon système, c'est généralement très fiable. Si j'ai quelqu'un qui l'a tapé sur un clavier, c'est un peu moins fiable. Et si cette personne-là qui l'a tapé dans un clavier l'a rentré d'une cellule Excel qui n'a aucune validation, je peux avoir mis 86 ou 860, c'est encore moins fiable. Donc ça, c'est un des critères en question, la façon dont la donnée a été saisie. Est-ce que j'ai des trous dans la collecte, ainsi de suite. Va faire en sorte qu'on va faire encore une fois une belle grosse formule par un de nos employés qui est un doctorant en gestion de données et qui va nous calculer un pourcentage sur, ici, Adapted Equipment, excusez l'anglicisme ici. Donc, cet indicateur-là est fiable à 87 % et voici où il a perdu ses points. Il y a des données manquantes, beaucoup qui ont fait perdre 9 points de pourcentage ici parce que généralement, le système doit être nourri à la base, mettons, à tous les jours. Des fois, c'est tous les heures, des fois, c'est toutes les semaines, qu'importe. Disons que c'est à tous les jours. Bien, dans le mois, il y a eu 4 fois où est-ce que la donnée n'est jamais arrivée. Pour une raison X, la personne qui s'en occupe est malade. Le système a eu une défaillance, on n'a pas backtracké l'information et ainsi de suite. Donc, on va perdre des points sur mon indice de fiabilité. Donc, évidemment, les avantages, j'en parle assez ouvertement. Plus j'ai des décisions importantes à prendre, plus la fiabilité est importante. Un indicateur de chaleur va probablement amener une défaillance d'un système, mais il y a peu de risques que ça ait un impact majeur sur l'entreprise si on augmente d'1 degré. Par contre, on a vu que Neuromin, par sa structure, permettait de combiner beaucoup d'indicateurs pour en faire des indicateurs très globaux, stratégiques pour des gestionnaires de haut niveau. Bien évidemment, là, je veux m'assurer que si on dit qu'on n'est pas efficace, puis que j'ai pointé, comme vous avez vu tantôt, là, je ne sais pas si je l'ai encore, mais mon téléphone, puis mon gestionnaire, il voit qu'on est un peu dans le rouge ou dans le jaune, puis il décide de congédier 200 personnes dans l'usine, il faut que sa décision soit appuyée sur quelque chose de solide, là. Donc, c'est pour nous primordial d'arriver à fournir un outil dont l'analyse des données est fiable. Plus c'est élevé, évidemment, plus je vais être capable de prendre une décision éclairée, puis de faire des recommandations, des investissements dans des systèmes plus fiables que ce que j'ai actuellement, par exemple. Okay? Et on bâtit en même temps une culture d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Comment on y arrive pour terminer? Bien, évidemment, on a parlé de l'outil, mais l'équipe qui est derrière Neuromin, je vous ai parlé beaucoup de moi, c'est moi qui est sur le stage aujourd'hui. Je suis un peu l'idéateur et le gestionnaire du contenu. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise minière dans les 25 dernières années m'a demandé de produire pour les aider au niveau de leurs indicateurs? Mais il y a aussi d'autres gens. En gros, c'est 3 entreprises. Là. Il y a la mienne, il y a une entreprise, je vous ai parlé de gens très savants en base de données, puis en calcul pour ramasser tout ce qui provient des divers systèmes. Donc, l'entreprise Décisif est très efficace à cet effet-là. Et il y a Arkis, qui est très connu là, dans la région comme étant un intégrateur informatique, fait des projets de développement sur mesure. Et eux sont responsables de tout le visuel de la plateforme, toute la sécurité, donc tout le framework, là, tout l'encadrement de la plateforme, tout ce qui est développement. Arkis participe à ça en ce moment. Et notre expertise, autant Arkis, Décisif ou moi-même, ça fait plus de 25 ans qu'on est dans le domaine minier et qu'on connaît évidemment très bien l'industrie. Quelques clients, j'aime pas trop ça flasher. Je veux simplement aussi mentionner à la fin de la présentation que ce projet-là, oui, il est parti dans la période de pandémie parce qu'on a eu un petit peu plus de temps pour réfléchir puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider davantage l'industrie et faire un peu d'argent au détour de tout ça. Et on est arrivé avec les étoiles alignées aussi avec MISA qui avait le projet de mine autonome 2030 vers l'automatisation des mines. Et évidemment, tout ce beau projet-là, de son côté, merci Minuteur, c'est très gentil, nous permet de connecter les choses ensemble. Et les gens de MISA ont dit ce que vous voulez faire, puis ce qu'on veut faire, ça va bien ensemble, on va vous aider. Et puis, depuis ce temps-là, on travaille de concert avec l'équipe de MISA pour s'assurer qu'on répond aux besoins de l'industrie et de se faire connaître via le réseau aussi avec notre plateforme, qui est un des multiples projets que MISA a entrepris en innovation minière dans le cadre de MMA 2030.
Donc, Neuromin est une combinaison de beaucoup de partenaires, comme je vous ai parlé. Ce n'est pas moi tout seul. Il y a des partenaires gouvernementaux qui ont investi aussi là-dedans. On a des clients comme Canadian Royalties là, qui sont des piliers à mettre en œuvre les choses qu'on a pensées et les rendre réelles dans un monde concret. Donc, ça fait un petit peu le tour. Je pense que j'ai expliqué assez rapidement ce que l'on fait, valeur ajoutée de Neuromin par rapport au système connu ou commun et de mettre tout ça en place en ce moment. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vous remercie. Je vais répondre aux questions avec grand plaisir aussi s'il reste du temps pour ce faire. Pas de questions? Bien, merci, Éric. Grandement plaisir. Merci à tous. Ah, tu peux rester avec moi en avant. On remet toujours à notre conférencier un polo. Merci. Pour que tu sois habillé propre au tournoi de golf cet été. Ça fait plaisir. Et Adriane va venir te remettre la toile qui est offerte par l'ABC de l'art. Merci beaucoup. Là, je ne l'ai pas encore dit cette semaine, là, mais tu n'as pas le choix de dire qu'elle est belle, c'est ma femme de peinture. Merci beaucoup. Merci ICM Amos. Merci à toi spécialement aussi. Un job extraordinaire, il faut le mentionner. Bien, merci beaucoup. Oui, ce ne sera pas long. On va venir au prix de présence dans quelques instants. Je vous invite à visiter nos pages Facebook et LinkedIn, ICM Section Amos. Les conférences sont enregistrées. Les dîners-conférences ne sont pas live en ligne. Ils sont enregistrés puis ils vont être déposés sur notre page ou canal YouTube en fin de semaine. S'il y en a qui ont besoin d'attestation pour votre ordre professionnel, n'hésitez pas à me le demander par courriel.